monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de pouvoir vous offrir, les jeunes à la maison, cette activité d'exploration pour vous permettre d'en apprendre plus sur divers métiers et professions afin de vous guider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Donc, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va animer cette entrevue bien spéciale. Je tiens à dire pour les jeunes, si jamais vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire dans les commentaires sous la vidéo et on va tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui pour la semaine thématique de l'éducation, Madame Joanie Laperrière. Allô. Bonjour. Donc, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes éducatrice spécialisée, donc un domaine d'emploi vraiment très populaire auprès des jeunes. On a hâte d'en apprendre plus. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi c'est important pour vous de vous adresser aux jeunes pour partager votre passion? Oui, j'ai pas entendu ta question, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. En fait, je voulais savoir pourquoi c'est important pour vous de vous adresser aux jeunes ce matin-là pour partager votre passion. Oui, en fait, moi, j'ai un peu passé par le même processus que vous. Donc, je me suis cherchée, j'ai fait plusieurs domaines d'études avant de savoir ce que je voulais faire jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui me parle, elle, de sa passion et de son métier. Fait que je pense que j'ai envie de redonner, de faire la même chose. Si des fois, ça peut faire la différence dans le cheminement scolaire de quelqu'un, ben, tant mieux. Je suis certaine que vous allez pouvoir éclairer beaucoup de jeunes qui se posent les mêmes questions que vous avez eues dans le passé. Donc, on l'a mentionné, vous êtes éducatrice spécialisée. Pouvez-vous nous parler de votre milieu de travail? Oui, moi, je travaille au sein d'un Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y en a plusieurs au Québec, en fait. On est plus de 100 Carrefour Jeunesse Emploi. On aide les 16-35 ans à soit retourner à l'école, rester à l'école, se trouver un emploi ou encore tout le volet entrepreneurial, donc vouloir se partir une entreprise. On aide ces trois volets-là, mais c'est sûr, tout au niveau du psychosocial aussi, là, on est là pour accompagner les jeunes. Et puis, à quoi ça peut ressembler plus spécifiquement une journée type dans le cadre de vos fonctions comme éducatrice spécialisée? Oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là parce que je me suis dit que sûrement qu'on me la poserait. C'est bien difficile de faire un portrait d'une journée parce que ça change beaucoup. Je vous dirais, j'aurais tendance à vouloir vous dire de faire attention, d'avoir une bonne capacité d'adaptation parce que si quelqu'un arrive au Carrefour, par exemple, en situation d'urgence, ben il faut que je réussisse à pouvoir l'accompagner à ce moment-là. Sinon, ma journée ressemble beaucoup à des ateliers dans les écoles secondaires de la région, des rencontres individuelles aussi, donc pour le parcours scolaire, la conciliation travail-études aussi. Tout le volet, faire des rappels téléphoniques, envoyer des courriels, faire des notes. Ça aussi, on doit consigner nos actions dans un logiciel, regarder des traces de ce qu'on fait. Créer des ateliers, monter des ateliers aussi sur différents sujets, essayer d'être à jour sur ce qui se passe aussi. Donc, c'est très, très varié comme tâche dans une journée. Mm-hmm. Je vois ça. Donc, vous avez parlé de la capacité d'adaptation. Il y a aussi, je remarque peut-être la capacité de la créativité pour justement monter des ateliers, puis interpeller les jeunes, que ce soit à l'école ou en intervention individuelle. Sur quel thème est-ce que vous pouvez monter des ateliers, justement? Ça varie beaucoup, mais pour en nommer quelques-uns, il y a le stress, l'anxiété, par exemple, je l'ai donné justement hier, donc des méthodes, comment on peut faire pour essayer de réduire notre niveau de stress quand on est étudiant, par exemple. Ça peut être la communication. On a beaucoup de travaux d'équipe quand on est au secondaire, donc essayer d'avoir des outils, des stratégies pour que ça se passe mieux avec nos collègues. Tout ce qui est le CV, la recherche d'emploi d'été, la conciliation travail-études, c'est vraiment très varié, persévérance évidemment, donc des petites stratégies concrètes pour essayer que ça se passe bien dans notre cheminement scolaire aussi. C'est vraiment à la demande des enseignants et je dirais même à la demande de la personne qui est devant moi. Donc, si un jeune a besoin, par exemple, d'outils sur un sujet qu'on n'a jamais parlé ensemble, je vais essayer d'aller chercher de l'information ou de le référer à la bonne personne si jamais je pense qu'il y aurait intérêt à avoir une autre personne qui l'accompagne en fait. Est-ce que c'est bien de dire qu'il y a quand même un volet éducatif dans votre travail, justement, quand ça prend forme de conférences et d'ateliers comme ça, il faut quand même être
pédagogue d'une certaine façon, j'imagine. Oui, quand même. C'est sûr que la personne est souvent la mieux placée pour savoir ce qui fonctionne pour elle, mais essayer d'y amener l'information toujours avec le souci de l'autonomie, donc ne pas faire à la place de l'autre, mais juste peut-être l'accompagner, l'amener à faire les démarches, par exemple. Mais oui, il y a un côté éducatif, c'est de trouver des façons, des stratégies de mieux passer l'information, que ça soit, est-ce que c'est par des activités, est-ce que c'est par quelque chose de très expérientiel. Donc, on fait des tests. Donc, est-ce que c'est quand je passe de la massage? Est-ce que c'est quand je fais faire des activités, un vidéo? Donc, oui, on essaie de se renouveler puis de trouver différentes façons de passer ce qu'on a passé comme message, en fait. Au niveau de la clientèle, je comprends que quand vous faites vos ateliers, vos interventions dans une école secondaire, ça s'adresse à des adolescents du secondaire. Est-ce que c'est la même clientèle que vous avez au Centre Jeunesse Emploi? Moi, dans mon mandat, oui, on parle de 15, des fois, 15 plutôt le 19 ans. C'est surtout 15, 16, 17, je dirais, là, pour moi. Donc, oui, mais c'est multi-problématique aussi. Donc, ça peut être des gens qui ont des troubles d'apprentissage. Ça peut être des gens qui ont, par exemple, des déficits d'attention. On entend souvent ça quand même. Donc, essayer de trouver des stratégies. Ça peut être des problèmes de consommation. Ça peut être des problèmes familiaux. Fait que c'est vraiment très large, mais si on parle d'âge, c'est vraiment 15-19 ans. Puis j'imagine qu'au CJE, vous travaillez avec des collègues qui ont peut-être un champ d'expertise différent du vôtre. Vous travaillez avec quels professionnels, justement? Oui, on a des conseillers d'orientation ici. On en a 3 au Carrefour. Donc, oui, on a souvent travaillé avec eux à référer aussi à ces personnes-là. Sinon, ça peut être des conseillers en emploi, donc qui sont vraiment spécialisés pour la recherche d'emploi exclusivement. Et dans mon travail, mais c'est sûr que j'ai à travailler avec différents partenaires. Le travail d'équipe est primordial, là, même avec les partenaires. Donc, que ça soit avec, par exemple, que la personne ait un autre intervenant au centre jeunesse ou que la personne ait un autre intervenant par exemple, un suivi avec le CIUS, par exemple. Là. Donc, on a toujours à travailler en équipe, ça, c'est sûr. Donc, la capacité, justement, de travailler en équipe, puis l'aisance aussi en communication pour divulguer les informations, ça doit être très, très important dans votre travail aussi. Absolument, absolument. S'assurer que l'information se rende aussi. Donc, c'est pour pas, moi, je dis toujours, je veux pas dédoubler ce qui a été déjà fait, puis je veux pas qu'on travaille 2 fois la même chose parce que c'est du temps qu'on perd à faire autre chose. Fait que, on essaie de s'assurer que oui, le message se passe bien, qu'on communique régulièrement ensemble, que ça soit par courriel, par téléphone, toujours avec l'accord de la personne, évidemment, là, mais on s'assure qu'il y a une bonne communication avec les différentes personnes qui gravitent autour. C'est super important. Il y a une question qui revient souvent de la part des jeunes, puis c'est comment démystifier le travail d'un éducateur spécialisé et celui d'un travailleur social, par exemple? Oui, ben c'est pas du tout la même formation, dans le sens que c'est vraiment 2 formations différentes. Moi, dans mon travail, ce que je remarque, c'est beaucoup de terrain, donc c'est beaucoup avec un individu. Comment je peux aider la personne à s'adapter à sa vie en général ou à adapter les choses autour d'elle, en fait, pour que ça se passe mieux. Je vois beaucoup de travailleurs sociaux que eux, ça va être plus au niveau systémique. Donc, la famille, les amis, on va travailler un petit peu plus large. Puis, j'invite ceux qui ont des questions à vraiment peut-être consulter un conseiller d'orientation parce qu'avec eux, on peut vraiment démystifier clairement ce qui est, selon moi, qui fit plus avec ma personnalité, en fait. Donc, si je comprends bien, ça serait plus un travail individuel porté sur la personne et son environnement en éducation spécialisée, tandis que le travail social, c'est plus systémique. Donc, on va s'intéresser aux différentes sphères de vie de la personne, puis surtout de l'environnement plus globalement. Un portrait un peu plus large, peut-être que pointilleux sur l'individu. Bien, c'est sûr que nous, on va chercher des informations, mais on va vraiment se concentrer sur la personne. Puis je voulais juste préciser aussi que dans certains, ça dépend des emplois. Des fois, il faut vraiment avoir le titre de travailleur social, par exemple, pour avoir cet emploi-là. Sinon, au Carrefour, un ou l'autre est aussi bon. Donc, soit éducateur ou travailleur social, ça fonctionne. Donc, ça dépend des milieux aussi. On a parlé tout à l'heure de quelques qualités et compétences nécessaires pour faire votre travail. Je pense que vous avez avec vous un bel outil complet que vous pourriez nous présenter là, qui illustre bien ces éléments-là.
Oui, donc quand j'ai commencé le mandat en persévérance scolaire, j'ai essayé de trouver une façon d'illustrer les différentes possibilités de cheminement scolaire. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés à se créer des outils, à essayer d'utiliser la créativité pour que ça soit plus facilitant dans le travail. Donc, c'est sûr que ça parle pas à tout le monde, c'est dans notre région, là, mais j'ai créé un outil qui représente les différents milieux scolaires. Donc, si je veux retourner à l'école, si je veux continuer d'aller à l'école, où je peux aller, quelles sont les conditions d'admissibilité. Puis pour moi, c'était plus simple aussi de me référer à ça que de toujours aller chercher sur les sites des écoles, par exemple. Donc, oui, la créativité, c'est super, je pense que c'est un beau plus à avoir pour se créer des outils, puis pour créer des outils aussi aux personnes qu'on accompagne parce que des fois, peut-être que la personne elle a besoin d'un support. Fait que je pourrais créer quelque chose pour lui, pour que ça l'aide dans son quotidien. Fait que c'est un bel avantage d'être créatif, effectivement. Et pour la gestion de vos interventions, je pense que vous avez aussi des outils. Pouvez-vous nous les présenter rapidement? Oui, ben c'est sûr qu'on a plusieurs outils. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser un cahier de notes. Donc, je me prends tout le temps des notes pour être certaine de rien oublier parce que dans une journée, peut-être que je vais rencontrer 4 personnes différentes. Ça dépend du nombre de clients qu'on a. Donc, un cahier de notes. Sinon, on fait souvent des plans d'intervention aussi. Donc, un plan d'action ou un plan d'intervention pour dire, OK, voici les objectifs de la personne. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réaliser ces objectifs-là? Puis nous, ça nous permet de garder en tête ces objectifs-là. Donc, à mi-parcours, on peut en reparler. Hey, voici ce qu'on avait pensé faire ensemble. Est-ce que c'est encore d'actualité ou pas du tout? Donc, les plans d'action, plans d'intervention, la création de dossiers, les notes évolutives aussi. Ça, c'est même si c'est un peu une partie souvent qu'on aime un peu moins. Donc, s'asseoir et écrire des notes, là, on aime moins ça, mais c'est super important parce que ça consigne à quelque part les actions qui ont été faites avec la personne. Donc, avant chaque rencontre, c'est le fun d'aller relire puis de s'assurer, OK, la semaine passée, on avait parlé de ça. Ben, je vais pouvoir faire un retour aujourd'hui là-dessus. Puis j'imagine aussi que c'est plus facilitant lorsque vient le temps de référer la personne à un autre intervenant, d'avoir ces notes-là pour offrir le meilleur service. Si on parle maintenant de la formation, parce que c'est quand même un point assez central, quelle est la formation nécessaire pour exercer comme éducatrice spécialisée? Oui, ça prend une formation collégiale. Certains établissements offrent la formation intensive, d'autres non. En fait, donc on a 2 ou 3 ans de collégial à faire. Pour ma part, je l'ai faite en intensif, donc 2 ans, ce qui fait que mes stages étaient l'été. Au lieu d'être, par exemple, dans les sessions plus régulières. Là. Donc, c'est 2 ou 3 ans à compléter avec des stages, évidemment. Puis les stages, vous en faites plusieurs au cours de la formation. Déjà, c'est pertinent de faire des stages parce que ça concrétise tout de suite si on est dans le bon domaine ou pas. Vous les avez fait dans quel champ? J'ai fait 2 stages, mais j'aimerais ça aussi dire qu'on touche à beaucoup de bénévolat dans la formation. Donc, on peut être en contact, puis moi, je le conseille avec un maximum de clientèle parce qu'on peut travailler avec les 0-110 ans, là. Donc, on peut travailler avec un peu tout le monde. Donc, c'est intéressant d'aller voir, OK, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Dans mon cas, à moi, la clientèle qui m'intéressait au début a changé complètement en étant en contact avec d'autres personnes. Fait que je pense qu'il y a un bel avantage ici à se mettre un peu à risque, en fait, sortir de notre zone de confort puis essayer d'autres clientèles. Moi, j'ai fait mon stage au CIUS, donc anciennement CLSC, avec la clientèle adulte ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et mon deuxième stage, je l'ai fait au Carrefour Jeunesse Emploi et je suis restée ici finalement après le stage. Donc, il y a quand même là déjà une belle porte d'entrée sur le marché du travail, à même la formation au collégial. Donc, les jeunes, pendant que vous faites votre 2 ou 3 ans de formation au cégep, dans la technique d'éducation spécialisée, déjà, vous pouvez aller toucher à tout, que ce soit au niveau des stages ou au bénévolat. C'est le temps d'explorer puis de tenter des avenues possibles. Il y a aussi une autre question qui revient souvent de la part des jeunes, c'est de savoir la différenciation entre psychoéducateur et éducateur spécialisé. Oui, bien, premièrement, la formation est très différente au niveau du nombre d'années. Donc, éducateur, on parle d'un 2-3 ans si on fait la formule sans étirer le parcours. Là, on parle d'un 3 ans. Tandis que quand on parle de psychoéducateur, là, c'est une formation universitaire et une maîtrise qu'on doit compléter aussi pour avoir le titre. Donc, c'est
quelques années de plus. Et au niveau des tâches, on ne fait pas les mêmes choses non plus. Donc, psychoéducateurs peuvent faire des tâches plus d'évaluation, signer certains plans d'intervention. Moi, je peux pas faire ça dans le cadre de mon travail. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est plus terrain dans certains endroits, là. Donc, c'est plus, par exemple, dans mon travail, je pourrais aller chez quelqu'un, on a ici des intervenants qui vont faire l'épicerie avec la personne, par exemple. Donc, c'est très dans le vivre avec comme intervenant, tandis que quand on est psychoède, on a l'option de pouvoir faire des évaluations. Est-ce que ça arrive fréquemment que vous devez travailler de pair avec les psychoéducateurs? Oui, surtout en milieu scolaire. Donc, tu sais, moi, mon travail n'est pas de remplacer ce qui se fait à l'école, mais de s'ajouter à la valeur de l'école. Donc, travailler avec des psychoèdes, oui, je le fais souvent. Donc, encore là, tu me nommais tantôt, la communication est primordiale, là. Puis les observations qu'on fait chacun, parce que la personne est dans un contexte à l'école et un contexte différent avec moi. Donc, on peut partager nos observations, notre analyse de la situation aussi. Très intéressant. Merci pour ces précisions. J'espère que ça a pu répondre aux questions des jeunes à la maison. Maintenant, pour ce qui est des secteurs d'activité possibles, on a parlé de votre expérience de stage au CIUS dans une école secondaire et CJE. Dans le fond, qu'est-ce qui différencie là, toutes ces possibilités-là? Mais c'est sûr que ça dépend la clientèle avec laquelle on veut travailler, avec laquelle on est à l'aise aussi. Donc, on peut, comme je disais tantôt, travailler avec un éventail de gens. Donc, ça peut être des enfants. On pourrait être en accompagnement dans un CPE, par exemple, s'il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, dans des camps de jour aussi, dans les écoles, avec les personnes âgées. En santé mentale, les centres de dépendance. Fait que c'est vraiment très large. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est en fonction de notre intérêt, de la clientèle qui nous fait vibrer, avec laquelle on a de l'intérêt, mais de la job, il y en a, et des clientèles, il y en a aussi. Fait que c'est vraiment très large. Déficience intellectuelle, on peut aller dans pas mal de champs. C'est vraiment intéressant parce que des fois, il peut y avoir une idée préconçue que en étant éducateur spécialisé, on travaille plus au niveau justement de l'éducation, de la pédagogie pour une clientèle plus jeune. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est autant destiné aux petits, aux adolescents, aux adultes, puis aux personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on pense là, en ce qui a trait à votre travail. Donc, c'est très, très pertinent par rapport à ça. Sinon, pour les qualités requises puis les compétences requises facilitant votre travail, ça serait quoi selon vous? Oui, la créativité, on l'a nommé, mais c'est super important. La patience aussi, parce que c'est pas chaque personne qui va évoluer au même rythme. Fait que des fois, nous, on doit se ramener puis se dire, c'est correct que la personne aille à son rythme puis que ça n'aille pas au rythme que moi, je voudrais. Sinon, tout ce qui est, c'est sûr, l'écoute, l'empathie, donc être capable de se mettre à la place de l'autre qui vit peut-être une situation complètement différente de ce que nous, on vit dans nos quotidiens. Et un sens du professionnalisme aussi, parce que on a travaillé avec plein d'autres personnes, on a des gens qui nous confient des choses aussi. Il faut être capable de garder ça pour nous. Si la personne nous en parle et dit j'ai jamais parlé de ça à personne, c'est important qu'on le garde pour nous. Tout le côté aussi, être capable de nommer les choses, une bonne communication. Je pense que ça vient aussi avec l'expérience là, mais des fois le non-verbal parle beaucoup. Donc, on peut le nommer à la personne. Hey, je vois que, je sais pas, tu as les bras croisés, tu me regardes pas quand je te parle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas? Fait que là, ça, ne pas hésiter à le nommer. Et je pense que de mettre sa couleur aussi en tant que personne à ses interventions, c'est super pertinent. Donc, si moi, je suis quelqu'un qui est drôle, pourquoi j'utiliserais pas ce côté-là de moi pour accrocher les personnes, parce que créer un lien, c'est super important. En fait, c'est la base. On crée un lien de confiance avec la personne parce que après tout, on va l'accompagner dans son quotidien. Il faut qu'il nous fasse confiance. Donc, si je suis drôle, pourquoi j'utiliserais pas ça? Sortir un peu des sentiers battus. Donc, moi, j'ai des jeux ici. Des fois, on peut penser que c'est bébé, mais absolument pas. On peut commencer notre rencontre en jouant à un jeu, puis là, on apprend à se connaître, puis on jase, puis ça crée un lien ensemble pour après travailler d'autres choses. Donc, je pense que je dirais ça pour les qualités. Donc, l'authenticité, là, je pense que c'est quelque chose d'important justement pour consolider le lien de confiance avec la clientèle, rester soi-même finalement, puis utiliser nos forces
pour bien mener l'intervention. C'est super intéressant. Et j'enchaîne avec une question ici de Samantha qui se demande un peu plus précisément quelles étaient vos tâches quand vous avez fait votre stage au CIUS. Oui, en fait, aussi, je faisais de l'accompagnement à domicile, donc je me rendais chez des gens pour les aider dans leur quotidien. Je peux donner un exemple très concret. On avait une personne, en fait, une fille, qui, elle, c'était difficile de se rappeler les étapes pour faire à manger. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un tableau avec des images qui lui disait, OK, mais la première étape pour faire mon repas, c'est de sortir mes légumes, par exemple, du congélateur. Après ça, la deuxième étape, tant de temps au micro-ondes, etc. Fait que créer des outils, ça peut être ça peut accompagner des gens. Maintenant, on avait une personne qui, dans son quotidien, elle avait de la difficulté avec sa famille. Il y avait des liens familiaux difficiles, des deuils aussi. Donc, comment on vit les deuils? C'est quoi les étapes? Comment je peux faire pour c'est ça, pour un peu cette nouvelle réalité-là que je vis, comment je fais. Donc, c'est ça, c'est un peu difficile à être très précise, là, parce que ça peut être très large, mais si ça peut donner à Samantha des petites idées plus concrètes du travail, je dirais que ça ressemblera à ça. Remplir des documents aussi. Donc, je dois faire une demande à quelque part, je regarde le formulaire, c'est difficile pour moi de le remplir. Comment je fais pour le remplir? Bien, je peux accompagner la personne à remplir le formulaire, par exemple. Vraiment, moi, ce qui m'impressionne de votre travail, c'est que vous avez quand même un large éventail de tâches puis d'expertise, si on peut dire. Ça peut être autant pour justement là, les personnes avec une déficience intellectuelle, les petites tâches pratico-pratiques, justement, la personne qui a du mal à se rappeler les étapes pour cuisiner. Il y a vraiment plein de sphères dans vos activités professionnelles. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'imagine aussi qu'au niveau de la formation, vous devez effleurer toutes ces thématiques-là, que ce soit la toxicomanie, la déficience, les troubles d'adaptation. Donc, c'est quand même, ça doit être une formation très complète, là, j'imagine. Oui, bien c'est sûr que, puis je veux pas faire peur aux jeunes qui écoutent, mais on va toucher un petit peu à tout. Je pense qu'après, c'est à vous de trouver ce qui vous fait triper, puis de pousser un peu votre formation là-dedans. Donc, tu sais, par exemple, moi, j'ai suivi des cours universitaires là, récemment dans différents sujets pour continuer de me former, pour aller chercher d'autres compétences, pour ajouter ça, en fait, à mon travail pour être meilleure dans certains domaines. Donc, oui, on va toucher à tout, mais après, c'est un peu notre responsabilité de se former puis d'aller chercher de l'information. Tu sais, on n'est pas, je connais pas tout là dans les différents sujets, mais je vais faire des recherches, je vais fouiller, je vais m'approprier de l'information aussi. Donc, c'est toujours un travail qu'on fait tout le temps, en fait, là, d'aller chercher l'information continue. Donc, encore une fois, peut-être la qualité de la curiosité, là, garder un intérêt pour aller chercher des nouvelles informations, puis rester à l'écoute là, de justement toutes ces informations-là. Je vais enchaîner avec une question d'Annabelle. En terminant, je vois que le temps passe vite. Quel est votre horaire de travail environ? À quoi est-ce qu'on peut s'entendre? Oui, c'est sûr que ça dépend beaucoup. Là. Moi, je suis très, très, très chanceuse. Je travaille du lundi au vendredi. Donc, je travaille pas les fins de semaine et mon horaire est très variable, mais environ de 8h30 à 4h30 à peu près. Donc, j'ai environ 35 heures à faire par semaine. Puis là-dessus, j'ajouterais que c'est très important d'être capable de faire la coupure dans le sens où des fois, on peut vivre des situations avec des clients, puis là, ça vient nous chercher. On n'est pas insensible, là, au contraire, on est sensible à ce que la personne vit. Donc, des fois, il faut être capable de faire, OK, ça appartient au travail à 4h30, je m'en vais chez moi, puis là, je pense à autre chose parce que ça peut être prenant, là, ce que les jeunes vivent des fois ou ce que les personnes qu'on accompagne. Mais sinon, je te dirais qu'à peu près 35 heures par semaine, plus les vacances là, de Noël et tout ça. Là, j'ai des très belles conditions, donc je suis chanceuse. Mais à peu près 35 heures par semaine, oui. Est-ce que c'est sensiblement la même réalité pour ceux qui travaillent dans des écoles secondaires à temps plein? Est-ce que c'est peut-être la même réalité pour ceux qui travaillent en santé dans les CIUS? Oui, ça dépend. Je sais que l'école, là, des fois, les heures vont être différentes, mais effectivement, c'est du lundi au vendredi aussi. Des fois, ils vont faire, par exemple, ils vont travailler comme intervenants, mais ils vont faire la supervision, par exemple, des autobus ou des dîners. Tu sais, ça peut s'ajouter à leurs tâches aussi. Sinon, je sais que dans certains milieux, comme les centres de dépendance, tu sais, ça ferme pas. Donc, ça se pourrait que tu travailles les fins de semaine, les centres de jeunesse aussi, certains
certaines tâches demandent de travailler le week-end ou le soir, ça dépend. Là, moi, je fais jamais de soir, donc c'est vraiment selon le milieu que tu vas travailler aussi. Annabelle a une autre question pour vous. Elle se demande, ce serait quoi vos meilleurs conseils pour justement la future relève qui désirait faire votre métier? Ouais, ben si je peux dire un conseil que moi j'aurais aimé avoir, c'est des fois on a peur d'être trop sensible. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné. Est-ce que je suis trop sensible pour faire ça? Je vais pleurer devant la personne, ça me touche jusqu'à la vie, etc. Mais non, cette sensibilité-là peut être une belle force. Puis dans le cours, on apprend comment gérer ça, comment faire pour, tu sais, si ça se peut là qu'éventuellement on ait une petite larme qui coule quand quelqu'un nous conte quelque chose, comment on fait pour en parler à la personne? Donc, je dirais que la sensibilité, il faut pas avoir peur de ça. C'est un bel avantage. Sinon, comme conseil, ben quand on aime les humains, on dirait que les choses, puis tantôt tu le nommais, d'être authentique, les choses se font bien. Les gens le savent que tu es là pour eux, que tu as leur réussite à cœur, que tu les aimes vraiment parce qu'on les aime quand même. Là, c'est pas juste des clients, c'est des gens avec qui on apprend à les connaître. Donc, le côté humain, je pense que c'est super, super important. Fait que quand on a ça, après ça, habituellement, ça va bien. Très bon conseil. J'espère que ça répond à ta question, Annabelle. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin de cet entretien? Ben, en fait, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. J'espère vraiment que peut-être ça a créé une petite étincelle, quoi que ce soit en vous, comme moi, j'ai pu le vivre il y a quand même plusieurs années. C'est vraiment un beau métier. On vit de belles choses, de beaux moments humains avec les gens. Donc, si c'est quelque chose que vous avez à cœur, ben, j'ai envie de vous dire de foncer puis d'y aller avec tout votre cœur, en fait. Eh bien, sur ces belles paroles motivantes, ben, on tient à vous remercier énormément pour votre temps aujourd'hui. Je suis certaine que ça a pu éclairer beaucoup de jeunes à la maison qui se questionnaient sur ce beau métier en relation d'aide. Donc, de ma part, la part de Jeunes Explo et des jeunes, un énorme merci. Et pour la suite, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci. Merci.